Quand je suis parti à Lesbos en mission humanitaire en Grèce, genre le truc qui m'a été le plus frappant, c'est de me rendre compte que le monde dans lequel j'avais vécu jusqu'à mes 25 ans était un monde complètement falsifié en fait. Hello à tous. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue sur le podcast C'est comment. On espère que vous allez bien. C'est comment, qu'est-ce que c'est ? C'est ton podcast où on évoque le ressenti, on laisse de côté les faits. On veut que tu te sentes un petit peu moins seul, que tu te dises que la question que tu t'es posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant toi. L'idée, c'est d'apporter un nouvel angle de réflexion, de t'apporter de nouvelles idées. On n'est pas là pour débattre, on évoque le ressenti, on est bienveillant. Voilà tout. Bienvenue sur C'est comment. Et vous pouvez retrouver ce format directement sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Allez nous follow, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir, on en a besoin, ça nous donne envie de continuer. Donc merci beaucoup. Pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre nouvel invité du jour, Ludovic. Hello Ludovic. Hello. Hello. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Pas trop stressé ? Écoute, non, ça va. J'adore. Nos invités, ils sont cool. Ils sont chill, hein. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas pour l'instant accueilli un seul invité qui nous a dit ça va pas du tout limite, Ludovic, il est moins stressé que moi aujourd'hui, je vous le dis. Bon, bienvenue Ludovic sur C'est comment. On est ravis que tu sois là. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tu as un sujet très très intéressant aujourd'hui et pour lequel nous avons énormément de questions. Est-ce que tu es prêt ? J'espère, on va voir. Adrien, je te passe la main parce que je crois que tu as quelque chose à nous dire vis-à-vis de Ludovic. Alors vous qui nous regardez, je ne sais pas si vous croyez au hasard ou au destin, mais la rencontre avec Ludovic va vous faire vous poser des questions. Je vous recontextualise. Je suis dans les rues de Paris, on est en septembre 2023. Je parle avec ma sœur par vocaux WhatsApp, parce qu'on adore se faire des vocaux WhatsApp qui durent beaucoup trop longtemps. Il adore. Mais ça, c'est une autre histoire. Et dans ces vocaux-là, je lui dis, on va lancer un podcast, ça va s'appeler C'est comment, ça va être incroyable. Je sens qu'on a un concept qui tient la route, qui va fonctionner. J'y crois, on y va, let's go. À ce moment-là, Ludovic, il est à côté de moi, il m'entend littéralement crier dans la rue. Et il se dit, mais c'est qui ce type ? Et là, du coup, tu viens vers moi et je te laisse raconter, toi, ta version des faits. Ouais, moi je revenais d'un voyage en stop genre incroyable où j'avais rencontré plein de gens et à chaque fois j'avais saisi les opportunités d'aller discuter avec des inconnus. Et là j'entends un mec à côté de moi parler, j'entends assez distinctement, j'entends une énergie super communicative, super chaleureuse et tout. Et je me dis, en vrai, est-ce que tu as envie de tracer ton chemin ou est-ce que tu as envie d'aller tchatcher avec lui 5 minutes ? Et voilà, c'est comme ça qu'on a discuté des premiers pas du podcast. C'est ça. Et du coup, tu viens me voir et on se met à parler. Et je sais pas, je te sens bien, tu me sens bien. On est là, on est cool. On prend les contacts et je te dis, écoute, ce sera un plaisir de te recevoir un jour dans le podcast. On est en, du coup, là, janvier 2024. Et tu es avec nous. Donc c'est incroyable. Donc voilà, les amis, hasard au destin, je sais pas. Mais en tout cas, il est là aujourd'hui avec nous pour parler d'un sujet qui est très, très, très pertinent, très profond. J'ai hâte qu'on commence. J'ai hâte aussi, tout à fait, c'est un sujet très profond. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous amener une nouvelle réflexion. En tout cas, nous, déjà, en préparant les questions, je ne vous cache pas que ça a déjà fait son petit effet. C'était excitant. Vous allez le comprendre. Alors, t'as vu comment je te tease de trucs, Ouais, Ludovic ? Je sais pas ce que je vais pouvoir raconter, j'espère être à la hauteur de ses attentes. Non, alors, comme tu sais, dans C'est comment, on évoque le ressenti principalement, voire uniquement. Mais je fais toujours un petit peu en introduction une recontextualisation, un petit énoncé des faits. Donc pour toi, tu as grandi dans une famille que on qualifierait de normale, bien que je n'aime pas ce terme, mais tu es plutôt d'accord pour dire ça. Voilà, il n'y a rien de spécifique en tout cas à dire sur ton enfance et ta jeune vie d'adulte. Et il y a 6 ans, enfin, il y a quand même quelque chose que je dois dire. Tu as toujours été intéressé par le milieu associatif.
as toujours voulu aider les autres. C'est quelque chose que tu as en toi. C'est vraiment quelque chose qui t'anime depuis toujours. Et tu as commencé par être bénévole dans une association, c'est ça? Ouais. Et il y a 6 ans, je dirais, c'est vraiment pour toi le marqueur de ta vie aujourd'hui en tant qu'activiste pour le climat. Et donc, ton épisode se nomme « C'est comment d'être activiste pour le climat ». Ai-je bien résumé les faits, mon cher frère? Très bien. Très forte. Let's go. T'es d'accord, Ludovic? Ouais, ça me va très bien. Très bien. Alors, j'attaque avec la première question. Suspense. Tu t'as mis la pression, là. J'ai dit j'attaque carrément. J'aime bien parce que c'est pas une question qui est souvent posée, tu vois. Il y a 10 ans, genre les activistes, c'était genre des gens qui faisaient peur. Et là, je me dis, c'est cool, c'est chill. Et là, on te donne la parole. Ouais, et ça nous tient à cœur de donner la parole à tout le monde, d'ailleurs. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce projet. Tout à fait. Et puis, c'est aussi quelque chose qui nous parle. Alors, peut-être pas autant que toi, dans le sens où on se considère pas comme étant activiste pour le climat et on fait des petites choses, mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler et puis même en off. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On pense que c'est une cause et on l'espère qui vous intéresse et qui touche les jeunes générations. Et on espère toucher les vieilles générations. On espère toucher tout le monde, en fait, parce que c'est hyper important, les gars. Je prends position, clairement. Donc, ma première question, Ludovic, pour toi, comme je l'ai dit, tu as grandi donc, dans une famille normale. Ma question est... Quelle légitimité on a d'être activiste pour le climat et de défendre aussi d'autres causes qui sont transversales, comme tu nous l'as expliqué, les questions, tout ce qui est le patriarcat, le féminisme, le racisme et d'autres thèmes que tu pourras certainement plus expliquer. Quelle légitimité on a quand on fait partie de l'élite, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de la majorité. De la majorité, je dirais plutôt. C'est peut-être plus approprié, ouais, de la majorité. Voilà, de la majorité. Voilà, quelle légitimité on a à défendre le climat ou à défendre les questions de racisme ou de patriarcat? Comment est-ce que toi, tu deals avec ça? Waouh, c'est effectivement une grosse question. Déjà, ouais, non, pas du tout élite. Enfin, je pense vraiment genre famille... normal peut-être parce que c'est le milieu d'où je viens, donc ça me paraît ultra normal, mais voilà, classe moyenne. Et effectivement, j'ai un peu le sentiment, on en avait parlé, mais d'avoir eu une enfance facile, sans avoir à me poser de questions, plutôt innocente, aux choses qui peuvent mal se passer dans d'autres familles ou dans le monde, ou quand on est une femme ou quand on est une personne racisée, quoi. J'avais un peu ce truc complètement innocent d'un jeune garçon blanc qui se pose pas trop de questions, où tout va plutôt bien. Bon, on a tous nos petits soucis. Et non, je pense que c'est un super long chemin. J'étais jeune actif au début. J'étais vraiment... je me posais zéro question dans ma vingtaine. Tu vois, je bossais... j'ai bossé un peu dans la banque, tu vois, je faisais des boulots d'été où j'allais bosser là-bas et tout. Donc vraiment, aucune remise en question du monde dans lequel je vivais. Et je pense que c'est venu très très tard, pour le coup, cette question de quelle légitimité on peut avoir quand on ressent qu'en fait, on a peut-être eu des privilèges. Et je crois que la question, moi, je me la posais pas ainsi, je me posais surtout la question de, genre, pourquoi moi, j'ai le droit à tout ça, quoi? Pourquoi moi, j'ai le droit d'avoir une famille... aimante, généreuse, attentionnée, dans un pays en paix, où je peux manger tous les jours à ma faim, où je peux voir mes amis jouer, sans me poser de questions. Et je commence à découvrir petit à petit que, en fait, pas si loin de chez moi, dans d'autres maisons, dans d'autres villes, dans d'autres villages, y a des gens qui vivent pas aussi bien que moi. Et puis, quand je regarde en dehors de notre pays et que je commence à regarder vers les questions, sur les questions migratoires, etc., je me dis, mais genre, juste parce que moi, je suis né ici, genre, j'ai tous ces droits. Du coup, la question de la légitimité, justement, c'est celle-là, quoi. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai le droit de vivre heureux, sans jamais me poser de questions, à consommer, à exploser les limites de notre planète, juste parce que je suis né ici et que tout est facile? Donc, ça a été plutôt ça, moi, le questionnement qui m'est venu... petit à petit, quoi. Moi, quand tu m'as dit que tu étais activiste pour le climat, j'ai pensé tout de suite au film Don't Look Up, qui est sorti il n'y a pas longtemps, du coup, avec Leonardo DiCaprio en partie. Et dans ce film, en fait, c'est une météorite, du coup, qui va s'abattre sur la Terre. Et en fait, le film
du coup, fait un parallèle forcément avec ce qui se passe en ce moment sur Terre, avec du coup les problèmes climatiques. Et en fait, le film te dit plus ou moins, en fait, les humains n'ont pas conscience de la gravité des choses parce que ça n'arrive pas clairement sur eux. Là où, en fait, dans le film, la météorite, elle arrive clairement et ça prend forme pour de bon. Et en fait, dans ce film, tu vois que tout au long du film, Leonardo DiCaprio, il sombre un peu dans une haine envers les gens parce qu'en fait, il les supporte plus et il comprend pas pourquoi ces gens-là n'ont pas conscience de la gravité des faits. Et du coup, ma question, c'est comment toi, tu fais pour ne pas développer une haine envers les gens, une haine envers le monde, de dire, mais désolé du terme, mais bordel, réveillez-vous. Genre, qu'est-ce que vous faites en fait? Parce que quand tu vois le film Don't Look Up, tout au long du film, en fait, DiCaprio, c'est clairement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va sur les plateaux télé, il hurle littéralement sur les plateaux télé et personne ne le prend en compte. Et en fait, les gens s'attardent sur les gossips, la séparation du couple super connu à Hollywood. Et du coup, ils sont dans une haine. Donc voilà, je répète ma question, mais comment toi tu fais pour te gérer émotionnellement et ne pas sombrer dans une haine envers, je dirais, l'humanité? C'est une La super haine. bonne question. Après, la haine, moi, ça fait rarement partie des émotions que j'ai pu ressentir. Autant une colère forte, une colère noire euh, par rapport à un certain nombre de décisions politiques, économiques, alors que, genre, sérieux, ils savent depuis 50 ans, tu vois, l'ensemble des enjeux autour du dérèglement climatique. Total qui fait des fausses études dans les années 70 pour essayer de prouver qu'il n'y a pas de réchauffement climatique alors qu'ils sont dans les premiers à le savoir. Du coup, là, ouais, il y a une forme de colère parce qu'en fait, tu te dis, mais genre, pourquoi ils font ça? Pour eux, pour leurs enfants, genre, à quel moment ils prennent ce genre de décision? Donc, effectivement, il y a de la colère qui peut naître quand tu prends conscience de ça. Ce qui n'était pas du tout mon cas au début. Et genre, si la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas des activistes, en fait, c'est OK et c'est normal si vous ressentez pas cette colère parce que au début, dans le cheminement de la prise de conscience environnementale, tu t'attaches déjà à essayer de faire ta part et à voir les choses plutôt positives. Et si je faisais ça, est-ce que ce serait bien? Et du coup, tu commences à faire des choses. Et on a vraiment, vraiment besoin que genre, tout le monde fasse ça, quoi. C'est juste qu'il y a un moment où tu passes un niveau de prise de conscience et tu réalises qu'en fait, c'est le système dans lequel on fonctionne qui est responsable de ces dérèglements. Et là, ouais, là, moi, j'ai une colère assez forte qui est née. Et je pense que c'est un des moteurs de mon activisme. Et du coup, ça s'est traduit au début, tu vois, dans mes rapports humains, notamment avec des amis, avec ma famille, où j'étais pas encore dans cette haine contre le système ou dans cette colère contre le système, mais j'étais dans ce... Mais pourquoi vous changez pas vos habitudes? Enfin, les scientifiques vous le disent. Il y a un problème majeur là. Réveillez-vous, quoi. C'est un peu ta question. C'est ce qu'il dit dans le film, hein, clairement, réveillez-vous. Et du coup, de voir genre ma famille, mes potes et tout, dans l'environnement dans lequel je vivais, en fait, qui bougeait pas d'un iota. Et du coup, je me suis mis, je pense, à devenir un peu aigri, un peu dur avec les gens, tu vois, un peu l'écolo qui va pointer du doigt, mais pourquoi tu prends encore l'avion pour faire ça alors qu'en fait, t'étais pas obligé? Et donc, j'ai commencé à développer ce côté écolo, un peu le gars qui a pris conscience et qui, en fait, commence à en vouloir aux gens de ne pas suivre une démarche, en fait, qui est juste une démarche nécessaire pour l'équilibre de la vie sur Terre pour les humains et les non-humains, quoi. Et, euh, et en fait, déjà, ça fait pas du bien parce que du coup, en fait, c'est pas ma personnalité. Moi, je suis joyeux, je suis sympa, je suis machin. Et du coup, je devenais un peu l'écolo relou de service. Et en fait, j'ai beaucoup changé, notamment, enfin progressivement, mais il y a un gars qui m'a pas mal inspiré qui s'appelle Julien Vidal, qui est influenceur écolo et qui a beaucoup écrit et tout. Et lui, en fait, il racontait son histoire, donc je lisais son bouquin. Et en fait, il dit au début, j'ai commencé avec ma grosse prise de conscience, en fait, à en vouloir à la terre entière, à éclater tout le monde dès qu'il faisait un truc qui allait pas bien. Et en fait, personne ne me suivait. Personne n'avait envie de me suivre parce que j'étais pas désirable en fait dans mes propos. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai eu cette prise de conscience que si moi je fais des petits gestes du genre j'arrête de prendre l'avion, je mange moins de viande, j'essaye de pas prendre la voiture, etc. Genre, si je fais ces petits gestes-là tout seul, genre vraiment, il n'y a rien qui va changer. Et donc du coup, j'ai eu très très vite le sentiment qu'il fallait que j'emporte les gens avec moi, qu'il fallait que je mobilise les gens, qu'il fallait avoir le charisme, tu vois, auprès de ses proches, auprès de cercles plus larges pour embarquer les gens dans cette aventure de la transition. Et du coup, Julien Vidal, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, en fait,
Et du coup, c'est ce qu'il dit dans son bouquin, il a des dizaines de milliers de personnes qui le suivent maintenant depuis plusieurs années. Et les gens ont commencé à le suivre au moment où en fait, il a commencé à parler joyeusement, avec optimisme, avec envie, avec amour des projets qu'il portait. Et là, tous ses proches se sont mis à changer, sa famille, ses amis, et puis tous les gens se sont mis à le suivre. Et du coup, je pense que mécaniquement, j'ai aussi un peu suivi ce chemin, même si de temps en temps, tu vois, tu as des retombées. Ouais, t'essayes de rester positif, de pas être trop aigri, de pas sombrer dans la haine, et finalement, tu te rends compte que c'est mieux quand ça se passe comme ça. Tu parlais tout à l'heure de faire des petites actions, par exemple, arrêter de manger de la viande, prendre les transports en commun ou le vélo au lieu de prendre la voiture ou la moto. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Quand on lutte pour un sujet qui est présent partout, parce qu'en fait, le climat, il est présent partout, il impacte tout, tu nous l'as dit toi-même en off et en pré-entretien, comment on fait pour atteindre, peut-être, je dirais, ouais, c'est un peu compliqué, mais une certaine perfection et un peu ce truc de se sentir innocent. Je vais développer. Donc, admettons, donc toi, voilà, tu luttes pour le climat et un jour, je sais pas, tu te dis, je vais aller à tel endroit, j'ai pas d'autre moyen que de prendre la voiture. Est-ce qu'on n'a pas une culpabilité? Et c'est là où je parle aussi, tu vois, d'essayer d'atteindre une certaine perfection, de se dire, ah bah là, je faillis à mon devoir, en gros, je prends la voiture, je pollue, et du coup, limite, je me contredis dans ma propre lutte. C'est super intéressant, mais du coup, genre, il faut juste, si tu reposes le contexte de pourquoi on pense que c'est les gestes individuels qui vont sauver le climat, principalement parce qu'on s'est mis à faire des études autour du bilan carbone individuel. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit, chaque individu dans le monde, si on veut pas réchauffer le climat, doit émettre maximum 2 tonnes de CO2 par an. Ce qui, scientifiquement, est globalement à peu près vrai. La seule chose, c'est que la plupart en tout cas, les instigateurs de ce mode de pensée, c'est notamment des très grosses entreprises de l'industrie fossile. Donc en gros, leur idée au moment où ils ont fait ces bilans carbone, c'est que chacun des individus que nous sommes prennent la culpabilité pour que eux ils puissent continuer leur life et continuer de polluer sans qu'on leur pose de problème à eux, puisque le problème, c'est nous. Et donc du coup, moi je suis contre complètement la culpabilisation des individus. Genre, on est tous imparfaits, je suis imparfait, même si à ma façon, voilà, j'ai une calculatrice carbone dans ma tête, donc du moment où je me lève le matin au moment où je me couche le soir, j'essaye vraiment d'avoir le moins d'impact possible, et je fais mes choix en conséquence, du genre ah bah là j'ai besoin de je sais pas, j'ai cassé mon téléphone, bah non, je l'achète pas sur Amazon pour en avoir un demain. Je me dis bah déjà je vais le garder un peu cassé pendant un moment, je vais voir s'il tient, et puis au bout d'un moment je me dis bah peut-être si je change l'écran j'aurai moins d'impact que si j'en achetais un nouveau. Donc, en fait, tous mes choix sont calculés par rapport à ça. Mais il n'y a pas l'aspect... je sais pertinemment qu'il faudra que ça passe par l'ensemble de nos changements de comportement, mais je sais aussi que ça se passe au niveau du système, quoi. Et du coup, que les gens se culpabilisent ou que je me culpabilise, ça sert vraiment à rien. La question, c'est juste d'avancer. Il y a 10 ans, j'étais pas du tout écolo, donc je vais pas aujourd'hui culpabiliser des gens qui le sont pas. L'idée, c'est comment chacun on évolue à notre niveau, à notre rythme. On n'a pas besoin d'être tous des gens parfaits écologiquement. Déjà, il faudrait revenir sur qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, non, je pense au contraire, moi, j'en suis arrivé un peu à la Julien Vidal de dire, en fait, valorisons l'ensemble des choses positives qu'on peut faire plutôt que de montrer les choses négatives. Et après, voilà, c'est sûr qu'à titre personnel, en gros, je suis persuadé que mon impact compte. Donc j'essaye de le limiter, et je suis persuadé qu'en faisant des choix qui sont les miens et qui sont les plus éco-responsables possibles, je donne à voir aux gens quelque chose qui n'existe pas dans les représentations. Tu parlais tout à l'heure de Don't Look Up. Comment en fait on est des individus sociaux, des animaux sociaux, ça veut dire qu'on passe notre vie à mimer ce que les autres font. Et à suivre, exactement. Et à suivre ce que les autres font. Et aujourd'hui, en fait, on manque de rôle modèle. Il y en a de plus en plus. Mais en fait, on est tous le rôle modèle, tu vois, de quelqu'un d'autre. Et le premier projet que j'ai créé un peu sur le climat, j'avais appelé ça Influence for Impact. Et le sujet, c'était comment on peut tous s'influencer les uns les autres. Parce qu'en fait, dans un groupe amical, tu t'influences, on s'influence chacun les uns les autres sur plein de sujets, de la vie, de l'amour. Et du coup, là, de mettre à profit, en fait, mes propres petits gestes pour que les gens se disent « Ah ouais, en fait, peut-être j'aurais pu faire ça aussi. Peut-être la prochaine fois, ça me donnera envie de le faire. » Et du coup, je vois plutôt le côté inspirant, positif que le côté culpabilisant. Et le dernier point sur ce sujet, pour pas être trop long sur la question, c'est que vraiment, c'est pas un poids. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser ou à faire croire que des petits gestes, c'est changer sa vie, et changer sa vie, c'est chiant.
et que pas prendre la voiture, ah là là, comment je vais faire? Et en fait, c'est juste des habitudes de vie qui sont complètement différentes. Mais genre, moi, j'éprouve un bonheur infini quand je pars en stop sans savoir exactement où je pars, quand je pars, où j'arrive, quand j'arrive, qui je vais rencontrer en route. Alors qu'avant, j'aurais été dans un mode, ok, il me faut une voiture, il faut que j'arrive à tel endroit à telle heure, parce qu'après, je vais réserver tel truc. Et en fait, j'ai juste révisé mes manières de vivre, tu vois, d'être heureux, et plus en accord avec mes idéaux. En fait, la perfection n'existe pas, mais on fait tous en sorte, peut-être pas de l'atteindre, mais en tout cas de pousser vers le haut. Et comme tu disais, de réduire notre impact. Donc vous qui nous regardez, voilà, vous pourrez pas atteindre la perfection, vous pourrez pas empêcher voilà, tout ce qui se passe, mais vous pouvez à votre échelle faire des petits actes. Exactement. Et j'adore que tu rebondisses là-dessus parce que j'avais envie de faire justement une petite parenthèse. Je joue pas les Kim Kardashian, les gars. Mais franchement, énergie, il parle de énergie positive. T'as parlé d'énergie positive tout à l'heure. Tu dis, en gros, faites de votre mieux. Voyez le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et là, j'avais envie j'avais envie de vous mettre un stop un peu. Parce que je trouvais que c'était important. Non, mais attendez. Ça fait 10 minutes que je parle pas. S'il vous plaît. Non, je trouvais ça vraiment important pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, de voir les choses en fait vraiment de manière positive. Enfin, on parle vraiment d'énergie et ça vaut pour toi dans ton domaine spécifiquement du climat, mais en réalité pour dans la vie en général. Voyez les choses avec positivité, voyez les choses avec bienveillance, voyez le verre à moitié plein et ne le voyez pas à moitié vide. Faites de votre mieux, essayez, c'est ce qu'on dit souvent, Adrien, toi et moi, oui. Essayez d'être la meilleure version de vous-même. Voilà, parenthèse Kim Kardashian fermée, mais je tenais vraiment à le dire, parce que c'est ça, non? Franchement, en vrai, on fait de son mieux, chacun est en capacité de faire un petit quelque chose, on vous demande pas d'être activiste écolo. Et si vous avez envie, c'est OK. Et si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi. On le respecte. Mais on peut tous faire quelque chose. Personne n'est parfait. Tout à fait. Mais en fait, on pousse toujours vers le haut et c'est toujours mieux que de pousser vers le bas, en fait. Exactement. C'est toujours mieux de réduire notre impact climatique plutôt que de l'augmenter, en fait. Exactement. Donc, si on peut le réduire, on le réduit et c'est cool. Donc, c'est ça. Et puis, je trouve que du coup, ton discours, il est vraiment, en plus, en ligne avec l'esprit C'est comment, tu vois, d'être dans la positivité et faites de votre mieux. Donc, voilà, je tenais à... Ouais, c'est un beau truc. Et puis, ça me fait penser qu'en gros, genre... Vraiment, si vous regardez toutes les études sur la psychologie, si la question c'est le bonheur, être heureux, être dans la joie, c'est en fait toutes les choses genre matérielles, l'achat de trucs, les voyages et tout ça, en fait, sur le long terme, ça rend pas heureux, quoi. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est de se dire comment on remet en question nos modes de pensée, tu vois, ultra consuméristes et tout, pour retrouver la vraie joie, le vrai bonheur, le vrai positivisme à travers des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus essentielles à ce qui nous caractérise que en fait d'être heureux parce qu'on a acheté des nouveaux trucs, etc. Et du coup sortir de cet état de pensée, de cette philosophie pour retrouver un nouveau bonheur. En tout cas, moi, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui, quoi. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as encore espoir en l'humanité? Tu m'as dit en off que tu étais en couple depuis 6 ans. Est-ce que tu envisages d'avoir des enfants un jour? Oh waouh, j'étais pas du tout prêt à cette question. Une question, c'est comment qui tabasse encore? De ouf. Après, foi en l'humanité, ouais, enfin, tu vois, je pense que il y a plein de gens que je suis, plein d'histoires que, voilà, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin de Jean-Pierre Gou qui est sur l'émerveillement, le rôle de l'amour pour transformer les choses. Et genre, je suis persuadé qu'il y a des changements, et il y a de la beauté en nous, et puis il y a d'autres parts plus sombres qui sont orchestrées par des gens qui sont peut-être déconnectés, tu vois, de leur amour et tout ça. Mais non, j'ai pas perdu la foi en l'humanité, même si parfois j'ai de la colère contre certains humains. Et est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Là, c'est une question ultra deep d'un point de vue déjà perso, et puis ensuite d'un point de vue genre environnemental, etc. Du coup, je pourrais juste dire que genre je ne sais pas, et que d'un point de vue environnemental, je me dis... Genre, c'est pas tellement, je me dis, ah, si j'ai un enfant, du coup, il va lui aussi détruire la planète. Au contraire, je me dis plutôt, bah, en fait, si le peu de gens qui ont vraiment conscience des trucs font pas d'enfants, on est un peu dans la merde parce que mécaniquement, on va avoir moins d'enfants conscientisés, etc. Et donc, c'est pas tellement ça. Moi, c'est plus,
est-ce que j'ai le droit de donner la vie à un être vivant, un humain, sachant le monde dans lequel il va évoluer? Et en même temps, je me dis, est-ce que j'ai le droit de décider pour lui qu'il n'a pas le droit de vivre, tu vois? Du coup, genre, je suis perdu dans ce conflit et j'ai pas encore la réponse. Et je pense, si j'ai des enfants, je serai heureux. Si j'en ai pas, je serai heureux aussi. Est-ce que tu es heureux d'avoir choisi cette cause-là, de défendre cette cause-là, qui nécessite quand même beaucoup de sacrifices? Le sacrifice, c'est de continuer la vie comme avant et juste... En fait, la question, on parle beaucoup de sobriété. La question, c'est est-ce que la sobriété, on l'a choisie aujourd'hui et on a un monde vivable quand on sera un peu plus âgé et qu'on aura peut-être des enfants, justement, pour faire le lien avec la question d'avant? Ou est-ce que le sacrifice, c'est de réduire nos impacts, etc., pour avoir une vie bonne et pour que nos enfants puissent avoir la même vie qu'on a eue? Moi, le sacrifice, c'est de continuer dans le mur, quoi, tu vois? Donc, vraiment, il n'y a jamais un moment dans ma vie où je me suis dit, genre là, je fais un sacrifice, quoi. Le seul truc qui m'a vraiment fait... C'est ultra chelou. On touche quelque chose. Il y a un truc qui m'a fait vraiment du mal. Moment c'est révélation. ne pas regarder la Coupe du Monde au Qatar. Ça a été vachement violent parce que je me suis dit, attends, déjà, je suis écolo. Je passe ma vie à tout faire au mieux que je peux. Et genre là, en fait, je peux juste pas cautionner, tu vois, les enjeux sociaux, environnementaux, les morts des ouvriers. C'est impossible pour moi de regarder ce truc. Et en même temps, genre, pourquoi moi, genre, j'ai pas le droit de voir Giroud mettre des buts, tu vois, genre... Vraiment, genre... Giroud ou Ronaldo. Non, mais vraiment, moi, c'est un truc où là, ça a été le seul moment, tu vois, depuis que j'ai changé globalement mes modes de vie sur les questions écolo et plus large que ça. Jamais j'ai eu le sentiment de sacrifice, sauf à ce moment-là pour la Coupe du Monde. Mais je pense que beaucoup d'hommes, et beaucoup de femmes à la Coupe du Monde se sont dit fait chier, quoi. Je peux pas profiter de ça et en même temps là ça va trop loin, quoi. Mais c'est vrai que même nous, on s'est posé la question. Tu te souviens? On s'était posé la question avec Adrien. On s'était dit, est-ce qu'on regarde la Coupe du Monde ou pas? Et j'avoue. On vous dira pas. Non, mais c'est ok, encore une fois, la question, c'est vraiment pas la culpabilité. Si, moi, je vous le dis. Je fais des confidences, si, je vous le dis, j'assume. Bah oui, j'avoue. C'est vrai, on a regardé la Coupe du Monde. On a regardé les matchs, voilà. Bah oui. On a regardé la France, on a regardé tout le monde. Mais on s'est réellement posé la question, pour le coup, et on a fait le choix critiquable de regarder la Coupe du Monde, j'avoue. Mais genre vraiment, pour revenir à votre question d'avant, genre la culpabilisation, elle sert à rien. Exactement. Le fait que vous ayez regardé, ça a rien changé. C'est ça. Genre. Et c'est ce que je disais. Il y a un moment où genre, si à l'intérieur de toi, tu sens que c'est pas juste, en fait, faut t'écouter. Et pour moi, c'était juste impossible d'ouvrir cet écran. Et voilà, c'était le moment où il y avait cette question à choisir. Mais genre vraiment, ne vous culpabilisez pas si vous faites ou participez à un événement. Enfin, faut vivre, faut être heureux, tu vois, c'est ça le truc. Et du coup, c'est sûr que si t'es pas obligé de prendre l'avion pour être heureux, c'est quand même cool. Par contre, il y a des moments où voilà, faut choisir ses combats, on peut pas tout prendre. Et non, moi par contre, la notion de sacrifice, pour revenir là-dessus, genre quand je prends pas l'avion, genre par exemple, je me dis j'ai envie d'aller aux États-Unis un jour. Genre dans ma tête, je suis en train de planifier que je vais faire une transatlantique à la voile, en bateau stop, et je me dis j'aurai pas d'impact. Et en même temps, peut-être j'irai quand même aux États-Unis. Et puis après, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais foutre aux États-Unis? Déjà, je sais pas, tu vois, à part faire des photos pour les réseaux sociaux, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller? Et du coup, au final, je pars en stop entre Paris et Berlin et je rencontre des centaines de personnes et je dors chez l'habitant, chez des gens que je connais pas. Et genre, moi, mon bonheur, il est là, quoi. Et du coup, en fait, non, pas de sacrifice. Ok, voilà. Merci de ta réponse. C'est marrant parce que quand tu nous as raconté, du coup, quand tu t'es mis à partir en lutte, je sais pas si c'est ça le terme, oui, partir en lutte pour le changement climatique, tu nous as dit que donc du coup tu avais un boulot dans la banque, que tu as tout quitté du jour au lendemain. Ça nous a fait vachement penser à, tu sais, un peu ce film, on pensait à Into the Wild, tu vois, le film du coup qui traite de ça, et le mec en fait qui est parfaitement dans les codes de la société et qui du jour au lendemain délaisse tout pour en fait se refaire une nouvelle vie. Est-ce que toi aujourd'hui, maintenant que tu es vraiment activiste et que c'est ton boulot à temps plein, est-ce qu'on se dit pas qu'il y a un manque à gagner dans une autre vie qui respecte les codes sociaux mais où on gagne plus d'argent? Donc pour vraiment finaliser cette question, je dirais, est-ce que c'est pas dur de se dire en fait je sacrifie l'argent pour une cause qui me tient vraiment à cœur, sachant que
Parfois, on peut se dire que l'argent est équivalent au bonheur. Parfois, enfin pour certaines personnes, après c'est propre à chacun. Mais on peut aussi se dire que l'argent, ça nous permet aussi d'avoir une certaine liberté et de se développer. Est-ce que ça fait pas mal de se dire qu'on est limité, qu'il y a un manque à gagner quand on se bat pour une cause? Après, encore une fois, si je reviens sur les études scientifiques sur la psychologie humaine, toutes les études du monde entier montrent que l'argent ne rend pas heureux. Merci. Et du coup, genre, Merci c'est Ludovic, vraiment merci. un truc de malade mental. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et c'est la même chose que cette histoire de regarder le truc au Qatar, c'est qu'il y a un moment où, en fait, si tu fais le choix qui est juste pour toi, bah, en fait, je pense que c'est là que tu trouves quelque chose qui te met plus là où tu dois être et plus heureux. Et donc, du coup, non, faire ce choix. Donc, j'étais pas dans la banque, mais en gros, j'avais fait des petits boulots d'été dans la banque il y a plus de 10 ans. Mais je bossais dans le marketing, dans une boîte qui faisait des produits d'allaitement, des biberons et tout. Et genre, j'adorais ma boîte. Je gagnais un salaire confortable. Et en fait, je me disais, mais si même moi qui suis conscient de tous ces enjeux, je n'agis pas, enfin, qui va le faire? Donc, je préférais faire le choix de me sentir bien et de donner de l'espoir, en fait. Parce que même à moi, tu vois, une fois que tu as conscience de ces sujets, tu te dis, bah, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et si tu restes dans ta zone de confort, bah, il n'y a pas d'espoir. Et donc, ouais, je suis sorti de cette zone de confort. Après, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Comme on le disait tout à l'heure, voilà, je suis un jeune homme blanc dans un pays où tout va bien, où ma situation... Enfin, je sais que dans ma vie, j'aurais pas... sauf si les dérèglements sont trop brutaux dans les dizaines d'années à venir, mais genre, ma vie, ça va bien se passer. Et donc, c'est facile pour moi de faire ce choix. Donc, encore une fois, je culpabiliserai jamais personne de dire « Ah ouais, toi, tu restes sur un métier où tu gagnes de l'argent ». Parce qu'en fait, je connais pas l'historique de la personne, tu vois. Je vois des gens qui ont vécu dans des univers plus précaires et en fait, bah non, tu lâches pas ton CDI parce que tu penses que tu vas sauver le monde. Donc j'ai conscience que ça fait partie de mes privilèges. Après, j'ai conscience qu'on est des millions de privilégiés et que, genre, en vrai, on pourrait être plus nombreux à sauter le pas. Et non, j'ai de la chance aussi d'être payé pour ce que je fais aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. J'ai fait beaucoup de bénévolat au début. Maintenant, je suis payé beaucoup moins que ce que je pourrais l'être dans le marketing. Je pense que je pourrais gagner peut-être 2 fois plus ma vie. Mais voilà, j'ai réduit mon niveau de dépenses parce que finalement, mes bonheurs sont beaucoup moins chers que ceux que j'avais avant. Et du coup, l'un dans l'autre, j'y trouve carrément mon compte. Donc, aucun souci là-dessus, quoi. C'est beau ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup ton discours parce que déjà, c'est très humble, en fait. Et il y a vachement ce truc où tu l'assumes totalement. Et ton discours aussi, c'est... Suivez votre voie, faites vos choix par rapport à vos convictions à vous et à ce qui vous semble juste. Et je trouve ça bien parce que tu remets ça bien au centre des choses, de dire faites des choix qui vous correspondent. Et je trouve ça, enfin, c'est hyper beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me parle vachement comme discours. Et je trouve ça bien de se dire ok, il y a peut-être un manque à gagner dans les faits, mais dans le fond, en fait, j'y gagne carrément parce que je suis en phase avec la vie que je mène, je suis en phase avec la décision que j'ai prise, de dire bah ok, ça me convient pas, je veux aller aider cette cause, j'y vais, point barre. Ça va pas plus loin que ça, en fait. Et je trouve ça super beau dans ton discours. Donc, ouais, respect. Franchement, je suis impressionné. Et puis, ça m'apporte plein de choses. Enfin, tu vois, quelque part, je pense que comme tout être vivant, genre, je cherche mon propre égoïsme au sens positif du terme. C'est-à-dire, bah, je sais pas, tu vois, notre cerveau est régi par un ensemble de trucs d'avoir des choses qui nous rendent heureux, etc. Satisfaction, plaisir, machin. Bien sûr, et en fait, je pense qu'à ma façon... c'est ça que je suis venu chercher aussi là-dedans et je le trouve, quoi. Donc, je suis pas un être malheureux qui se met malheureux pour sauver le monde. Je suis un être qui a décidé d'être heureux autrement en essayant de rendre le monde meilleur, tu vois. Avant de poser ma dernière question, c'est comment? J'en aurais une. Si tu devais refaire ta vie en ayant conscience de tous les malheurs de ce monde, est-ce que tu la referais ou est-ce que tu la referais en étant totalement innocent mais en étant hyper heureux? Parce que en fait, avec Cassie, on s'est dit que sur Terre, quand on a conscience des problèmes et du monde qui nous entoure, ça accompagne forcément une part de malheur. Et tu nous disais toi aussi en off que depuis que tu t'es éveillé avec toutes ces causes-là, tu t'es un peu terni, t'as l'impression que t'es moins fun. Du coup, ma question, c'est... Aux yeux des autres, bien évidemment. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais refaire ta vie? Tu prends quand même la conscience que ce monde, il part en live, ou tu restes innocent et t'es hyper heureux et t'as une vie hyper épanouie. Tu penses que c'est quoi? Comme on dit à chaque fois, les ignorants sont les plus heureux. On a pensé à cette phrase. Ouais, on a pensé à cette phrase et on s'est dit, est-ce que tu referais ta vie en étant
ignorant afin d'avoir un bonheur ultime, Voilà. je dirais? Ou est-ce que tu reprendrais ta vie telle C'est que... le tu préfères le plus dur de toute ma life. Non, mais en fait, genre, je crois que je pourrais pas. En fait, moi, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient ignorants. Je pense qu'on choisit de ne pas savoir un certain nombre de choses et qu'en fait, fondamentalement, tu vois, même si tu sais pas le pourquoi du comment, tu sais que y a plein de trucs qui vont pas et donc je ne saurais pas jouer. Il y a aucun monde dans lequel je saurais jouer avec le fait de savoir mais de pas vouloir savoir, de fermer les yeux, parce que ça, je crois que mes valeurs profondes, elles sont trop, ça bouge trop là-dedans pour me dire attends, j'ouvre pas ici parce que si ça se trouve ça va peut-être pas être très joyeux. T'es quelqu'un de curieux. Ouais, curieux et puis genre je sais pas, d'authentique, ou j'essaye pas de me mettre, tu sais, ces barrières qui t'enferment et Ces dans œillères. lesquelles ces œillères qui te mettent dans un monde de bonheur, tu vois, mais moi, j'y crois pas à ce bonheur-là, tu vois. C'est vraiment le truc, quand je suis parti à Lesbos en mission humanitaire en Grèce, genre le truc qui m'a été le plus frappant, c'est de me rendre compte que le monde dans lequel j'avais vécu jusqu'à mes 25 ans était un monde complètement falsifié, en fait, où on se raconte des histoires toute la journée, que tout va bien, que le monde est en paix, que les femmes sont aussi bien respectées que les hommes, que... et en fait, genre, juste ce monde... en fait, on s'invente des histoires, mais on est dans un monde en carton et on modèle le carton en fonction de ce qu'on a envie de voir. Et en fait, en arrivant à Lesbos, je peux te dire, je suis sorti du carton, j'ai fait genre... Et en fait, le monde, les injustices criantes, l'extrême précarité et tout, ben en fait, elles sont dans notre monde. Et du coup, je préfère vivre dans le monde tel qu'il existe, même s'il est dur, que de revenir totalement à 100% dans un monde qui, pour moi, est un monde en carton. Et est-ce que ça aurait été plus facile une vie sans savoir? C'est vrai. Enfin, en tout cas, tu as raison. On en avait parlé. Une fois que tu as conscience de tous ces sujets, je sais pas, tu vois, t'écoutes des chansons. Je sais pas si vous aimez bien la musique et tout, mais genre, j'écoute des chansons, tu vois, que j'écoute depuis 30 ans. Et en fait, avec ces clés de lecture-là, féministes, antiracistes et tout, je sais pas, j'ai écouté l'autre fois Notre-Dame de Paris. Genre, je sais pas si vous écoutez ça, tu vois, moi c'est un truc un peu vieillot, mais genre un truc que j'entends depuis que je suis gamin et que j'adore et tout. Et en fait, t'écoutes la chanson et c'est juste un appel au viol de 4 mecs qui ont envie de se taper Esmeralda et tu fais genre, putain, j'aimais bien cette chanson, mais en fait, genre, est-ce que vraiment, genre, j'ai envie de me faire un karaoké toute la night C'est moins là-dessus? cool en fait finalement. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de moments où, du coup, là où des petits plaisirs existent, si tu te poses zéro question, une fois que tu déconstruis les questions, est-ce que ça coche vraiment, genre, les questions du respect, en fait, de tous les humains et de tous les non-humains qui vivent sur cette terre, et tu te dis, ah, ouais, il y a quand même un ensemble de moments où c'est moins drôle, et donc je pense que je suis, genre, vraiment moins fun et moins drôle qu'avant, mais en tout cas, plus aligné avec moi-même. Donc en fait, tu prends cette conscience-là avec aussi la part de malheur ou en tout cas En tout cas, la part de négativité, tu m'as compris. Ouais, c'est ça, la part de réalité en fait. Ouais, de Tu réalité vois, finalement. et avec ce que ça, effectivement. Tu ce la que ça prends et apporte. tu l'épouses et c'est ok et, Ouais. et c'est toi en fait, et ça te ressemble. C'est ça. Très bien. Je te passe la parole, mon cher frère. Merci beaucoup. Enfin, je t'introduis pour vous dire que nous allons poser la dernière question. Déjà. Déjà, C'est comment déjà C'était un super moment, mais il va falloir qu'on finisse car toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement, donc Et j'ai allons-y. faim. Ouais, exactement. On va aller Oui, manger parce aussi. qu'on vous a pas précisé, mais il est 10h10. Nous avons fait notre premier tournage matinal. Voilà. Exactement. Vous avez peut-être dû le voir à nos yeux, ça c'est encore une autre histoire, mais En tout cas, on a faim. Mais vous aurez compris, dans ces comment, on a toujours faim. De toute façon, on mange toujours après un tournage. Mon cher frère, à toi l'honneur. c'est parti. Alors, la question c'est comment? C'est une question qu'on pose à chaque invité en fin d'émission, qui est très difficile parfois à répondre, mais je pense que tu vas y arriver. De toute ta vie, si tu dois retenir une seule leçon, ce serait quoi? Une seule leçon, une seule morale, une seule phrase, je sais pas, un seul proverbe. Qu'est-ce que tu dirais? Oh my god, c'est très très dur ça. C'est technique, mais tu vas y On y arriver. croit. Tu vas y arriver.
Une leçon de vie. Bah, en fait, j'ai juste envie, tu sais, à peu près tout ce qu'on vient de dire, j'ai envie de faire ma leçon de vie qui est la mienne, tu vois. Il en mais faut c'est pas une. du tout ça. Il en faut une, sinon tu triches et on n'aime pas les tricheurs. Aïe, aïe, aïe. C'est comment on n'aime pas les tricheurs. Oh my god, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Une leçon de vie, ben, c'est un peu cucu, mais je sais pas, je crois que c'est autour des questions de l'amour, quoi. Aimez-vous, aimez les autres, et genre, on sera quand même dans un monde beaucoup plus beau, quoi. Je crois que c'est ça. Simple, efficace. Mais il a marqué magnifiquement, telle une finale de Coupe du Monde et j'aime bien. Et j'aime bien. Le but est très propre, très lisse, très propre, très simple. Aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-nous. Exactement, donc aimons-nous. likez, commentez, partagez. Exactement, la transition est toute faite. Et toute faite. Merci beaucoup Ludovic. Merci Ludovic. Merci pour pour l'invitation. cet entretien. Est-ce que tu veux dire un petit mot aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, si jamais elles veulent se renseigner un peu plus sur les questions de climat? Je te laisse la parole si tu veux faire un bref mot pour voilà. Mais sois synthétique parce qu'à la fin. Avec plaisir, je la regarde où je là ou là. Ils sont là-bas. Eh ben, écoutez, moi je dirais déjà, si vous n'êtes pas trop sensibilisé à ce stade, à ces questions-là, vous pouvez suivre le compte On est prêt. Ça, c'est un truc de base avec plein d'infos super cool et traité de manière sympathique. Et un gars qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai lu, qui fait des films géniaux, Cyril Dion. Si vous suivez On est prêt et Cyril Dion et que dans 6 mois, il n'y a rien qui a changé dans votre vie, je me dis, il y a un truc qui se sera mal passé. Donc vraiment, regardez ça, super intéressant. Et encore une fois, pas de culpabilisation. Personne n'est parfait. On est tous sur un chemin. Et le but, c'est qu'on avance ensemble. Franchement, j'ai adoré ton propos. Je trouve qu'il est hyper positif. J'aime beaucoup le fait que tu déculpabilises chacun, en fait. Je trouve que c'est hyper important, là où parfois il y a d'ailleurs dans tous les sujets, hein, c'est pas que l'écologie, mais des fois on nous culpabilise beaucoup. Et là, je trouve que tu as vraiment un discours très positif. Ne vous culpabilisez pas, faites au mieux. Et honnêtement, merci beaucoup pour ça. J'ai adoré cet échange. Merci Adrien. Merci Adi. Merci DVG. N'hésitez pas. Tu veux le dire? Non, allez, vas-y. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. On est sur Spotify, Apple Podcasts, on est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Bref, on est partout. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.